Un événement qui s'est déroulé il y a quelques jours, on en a assez peu parlé dans les médias, ce sont ces fidèles de la paroisse des Fontenelles à Nanterre qui ont fait l'objet de menaces de mort et d'insultes sur le parcours de leur procession. C'est une procession qui avait été organisée sur 1 kilomètre entre deux églises, qui avait obtenu l'autorisation de la préfecture. Ils se sont fait traiter de coufards, c'est-à-dire mécréants. Vous n'êtes pas chez vous, voilà sur le Coran, je vais t'égorger. Voilà ce qu'ont lancé notamment leurs agresseurs. Alors le parquet a ouvert une enquête, Gérald Darmanin a dénoncé des actes inadmissibles, mais finalement on passe à autre chose. Oui, parce que Gérald Darmanin passe sa vie à dénoncer, mais on n'attend pas ça du ministre de l'Intérieur. La réalité, c'est que ça fait 2 fois déjà qu'une procession est attaquée. La première fois, c'était par les gauchistes, la deuxième par les islamos. Donc là, on trouve quand même un point commun. C'est dramatique de voir ce qui s'est passé à Nanterre, parce que ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'islamistes qui considèrent qu'ils sont chez eux et qui considèrent qu'ils doivent en exclure en fait la culture française, chasser la culture française des rues qu'ils considèrent comme étant les leurs. C'est vraiment très grave qu'aujourd'hui, en 2021, en France, on assiste à ça sans qu'il y ait une prise en considération, une prise de conscience même de la gravité de ces faits. Je veux dire, moi j'ai vu un certain nombre de candidats être en Arménie ou aller ou s'apprêter à partir en Arménie. J'ai une immense tendresse pour l'Arménie, une nation sœur. J'ai une immense tendresse pour les chrétiens d'Orient. J'ai rencontré le pape copte Théodore II en Égypte. J'ai rencontré le patriarche maronite d'Antioche au Liban. Ils savent évidemment le soutien qui est le mien aux chrétiens d'Orient, mais la vraie question, c'est qui est en danger aujourd'hui. Est-ce que c'est pas SOS chrétiens d'Occident qu'il faudrait monter aujourd'hui pour protéger les chrétiens en France, qu'ils puissent exercer leur foi librement sans être attaqués par les islamistes. Vous faisiez allusion, je pense, au voyage d'Éric Zemmour et Philippe de Villiers en Arménie. Et de Valérie Pécresse, d'ailleurs, qui s'apprête à y aller. Vendredi, nous avions le directeur des meetings d'Éric Zemmour, Olivier Hubeda, qui était avec nous ici, qui était assis à votre place. Et voilà ce qu'il disait à propos, peut-être, d'un débat Marine Le Pen, Éric Zemmour. Il est prêt à débattre, il est même prêt à débattre avec Marine Le Pen. Ça va se faire ? Oh, mais je pense que ça va se faire maintenant, oui. À mon sens, le plus tôt sera le mieux. Donc, il n'a pas de problème avec ça. Mais pourquoi l'intérêt de débattre avec Marine Le Pen ? Mais pourquoi pas ? Parce qu'elle est candidate à l'élection présidentielle, on est sur un premier tour, il n'y a pas de raison de ne pas faire de débat avec les uns et les autres. Ça fait partie de l'éclairage démocratique d'une campagne entre candidats qui veulent la même chose, au fond. Alors, prêt à débattre, ça se met en place, ça s'organise ? Je le souhaite, d'ailleurs, je souhaite débattre également avec Valérie Pécresse le plus vite possible. Je pense que le mois de janvier, si vous voulez, le début février, c'est le moment d'une campagne où il faut qu'il existe des débats à deux pour voir quelles sont les différences. Parce que moi, il y a un certain nombre de sujets. Marine Le Pen et Éric Zemmour. Non, mais il y en a beaucoup. Si vous voulez. Il y a 80% de constats que nous partageons, mais il y a 20% qui sont des différences fondamentales. C'est-à-dire des différences sur lesquelles on ne peut pas trouver de point d'accord. Sa vision des femmes m'apparaît fondamentalement divergente de la mienne. Sa vision économique libérale, en fait, dans la droite ligne de LR depuis 30 ans. Il n'est pas du tout libéral. Mais s'il est libéral, me paraît fondamentalement divergente. L'idée que les classes populaires et les classes moyennes ne représentent absolument aucun intérêt, il n'y a aucune proposition qui les concerne. Quand quelqu'un vous dit le pouvoir d'achat, parler de pouvoir d'achat, c'est mépriser les Français, permettez-moi de vous dire, on peut pas dire qu'il est social en tout cas, vous êtes d'accord avec moi? Bon, on peut même dire que le social, on peut dire que le social, il s'en moque absolument totalement, et pour lui, le social, ça consiste à proposer à des jeunes de moins de 25 ans d'acheter un appartement à 250 000 euros. Moi, je veux bien, mais enfin, je veux dire, il y a une forme de déconnexion avec la réalité de ce que vit le pays, qui est quand même profonde. Voilà, nous avons effectivement des divergences importantes. Je ne suis pas dans une guerre de religion. Je ne suis pas dans une guerre de civilisation. Manifestement, c'est le choix qui est le sien. Je ne mène pas de guerre contre les musulmans. Je mène une guerre contre les islamistes. C'est fondamentalement différent et les moyens pour y parvenir d'ailleurs sont également extrêmement différents. Donc vous voyez, il y a beaucoup de différences en fait. Philippe de Villiers qui rallie Éric Zemmour justement sur ce combat de défense de la civilisation. Vous en pensez quoi ?
Oui, mais c'est son combat depuis longtemps. Ce sont deux écrivains qui ont beaucoup écrit sur ces sujets, parfois même deux polémistes, parce que Philippe de Villiers a parfois été polémique dans ses prises de position et dans ses propos. Donc je pense que c'est par amitié qu'il vient soutenir aujourd'hui ce combat de civilisation auquel je n'adhère pas, car je ne crois pas à cette guerre de civilisation. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait une guerre aujourd'hui entre les musulmans et les chrétiens. Je pense qu'il y a une idéologie islamiste qui est une idéologie totalitaire, comme le nazisme, qui doit être combattue en tant que telle, avec des moyens juridiques extrêmement précis, et c'est pourquoi j'ai fait une proposition de loi très précise, très complète, sur la lutte contre l'islamisme. Charles. Oui, non, juste on parle des débats. Qu'est-ce qui s'était passé pendant, je sais que vous êtes déjà revenu dessus, mais c'était quand même intéressant. Qu'est-ce qui s'était passé pendant votre débat avec Emmanuel Macron? Parce que là, on va rentrer dans l'élection présidentielle et les gens se demandent à un moment donné quand même qui ils envoient à la tête du pays, donc qu'ils envoient après pour négocier avec Poutine, Madame Le Pen, Trump, etc. Et on a eu le sentiment, bah oui, je suis désolé, on a eu le sentiment pendant votre débat. T'as dit Trump? Oui, non, pas Trump. Biden. Je sais qu'il y a du regret encore, mais parce que j'aimais beaucoup Trump. Je suis devenu moi-même un peu comme Biden. Je deviens un peu sénile. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ce débat? On a eu l'impression que vous aviez perdu vos moyens, comme si vous étiez impressionné par Macron ou quelque chose comme ça. Non, monsieur Gonzi, j'en ai parlé 10 fois, je vais pas y revenir non plus indéfiniment. J'ai fait un choix de stratégie qui n'était pas le bon. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je me suis trompé de stratégie, je l'ai dit, je l'ai avoué, ce qui est assez rare en politique. Il est assez rare qu'on admette une erreur. Donc moi, j'ai admis cette erreur. Maintenant, si vous voulez, dans une campagne et dans un parcours politique qui est un parcours initiatique. Vous voyez, c'est bien d'ailleurs pour ça qu'il faut s'inquiéter quand on voit des gens qui n'ont pas souffert, qui sont pas tombés, qui n'ont pas commis d'erreur. Il faut toujours se méfier. C'est ce qui s'est passé avec Macron, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec d'autres candidats. Méfions-nous de cela parce que c'est un parcours initiatique, le parcours qui vise à devenir président de la République ou en l'espèce présidente de la République. Alors, il y a des fois on est bon. Il y a des fois on est moins bon, vous l'avez vu. Ça arrivera à Mme Pécresse, très certainement. Ça arrive à M. Zemmour il y a très peu de temps. Ça l'a poussé un peu à la modestie, ce qui est pas un grand mal d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, voilà, l'erreur stratégique était la suivante. Plutôt que de montrer qui j'étais, ce que je voulais, j'ai souhaité montrer aux Français ce qu'était Emmanuel Macron. Je pense d'ailleurs ne pas avoir tapé trop à côté, parce que il s'est révélé être exactement ce que j'avais annoncé. Mais il s'avère que ça n'était pas la bonne stratégie ce jour-là. Justement, qui êtes-vous, Marine Le Pen? Si les Français vous emmènent à l'Élysée, est-ce que c'est une femme célibataire qui va aller à l'Élysée? Oui, c'est une femme célibataire. Parce que jusqu'à présent, on a eu des couples à l'Élysée, certains ont même divorcé en. Mais est-ce que vous êtes célibataire? Vous savez qu'on est en 2021. Mais justement, non, mais c'est pas un reproche, c'est pour vous, pour mieux vous connaître, parce que je me souviens très récemment dans une foire agricole, vous aviez dit à propos de quand vous tendez un plateau de fromage, vous pouvez y aller. De toute façon, je suis célibataire. Donc je voulais savoir si ça avait. En fait, Alain Marchal aussi est célibataire. Si ça avait évolué. Est-ce que c'est une femme célibataire qui ira à l'Élysée? Oui, c'est une femme célibataire, mais je veux dire, il y a personne dans votre vie. Je ne considère pas. Mais d'abord, ça vous regarde pas. Enfin, c'est quand même incroyable. Il y a quand même une vie privée. Moi, je suis désolé, je suis attaché. Je l'ai répété. Il y a encore une vie privée. Moi, je suis président de la République. C'est compliqué la vie privée. Non, je suis pas d'accord. Je suis désolé. Je considère que il y a une vie privée, mais pour ça, il faut aussi avoir une décence dans le comportement. Il faut avoir une forme de pudeur aussi dans le comportement, c'est-à-dire se comporter en se disant je vais être le représentant ou la représentante des Français, de la France, c'est pas rien, quoi. Donc ça nécessite d'avoir une certaine pudeur vis-à-vis de ses comportements personnels, vis-à-vis de ses sont impudiques. Voilà. Enfin, les derniers présidents qui sont succédés à l'Élysée, vous trouvez qu'ils sont impudiques? Je suis désolé, mais enfin, le scooter de Hollande, avec Carla, c'est du sérieux, etc. Moi, ça m'a profondément déplu. Je n'attends pas ça d'un président de la République. Je considère que la sacralisation de la fonction est importante et qu'en faisant cela, ces personnes désacralisent aussi la fonction. Alors, dernière question aussi personnelle. Et on a eu des chiens à l'Élysée. Si vous allez à l'Élysée, vous emmènerez vos 6 chats à l'Élysée? Pas de labrador à l'Élysée avec vous? Non. 6 chats. Je m'étais même inquiété parce que j'ai vu que le président Macron a installé des ruches
dans les jardins de l'Élysée, je lui ai suggéré de les installer plutôt à la lanterne parce que les ruches et les chats, ça fait quand même pas très bon ménage. Donc oui, il y aura des chats. Et même des bébés chats. Vous avez 6 chats, c'est ça? J'ai 6 chats, oui. Donc les 6 iront à l'Élysée. Exactement. Plus leurs Le descendants. parc est grand. Et hein. plus les bébés qui feront, puisque vous savez, je suis éleveuse de chats. Je dépends du ministère de l'Agriculture comme vous, hein. Même si on fait pas exactement Donc là, il y a une vraie rupture, il y aura une vraie rupture. Travail, quoique, hein. Il y aura une vraie rupture. Jusqu'à présent, avec des chiens. C'est vrai, ce sera une vraie rupture. L'air des chiens, Mais c'est plus difficile aussi pour faire de la com avec le chien devant la cheminée parce que le chat, on lui fait pas faire ce qu'il veut, lui. Ah, Il non. est plus libre. Non, le chat, il est très indépendant. Mais c'est bien aussi d'avoir des... Et les noms de vos 6 chats, vous les connaissez tous, les noms? Je connais les noms de mes 6 chats, vous plaisantez, j'espère. Non, allez, allez-y. Jazz, Paloma, Shadé, Chalimar, Oural et Piccolina. Eh bien, c'est là-dessus que nous terminons ce Face au GG. Merci Marine Le Pen d'être passée face au GG. Merci beaucoup. Bonne campagne. Dans un instant, c'est la révélation de la GG de l'année 2020.